Donc aujourd'hui, nous allons parler des différentes provinces françaises. Je vais rouvrir ma présentation. Non, je n'ai pas mis l'écran. Je vais vous remettre ma présentation. Nous avions parlé de cette présentation la dernière fois et nous avions un petit peu avancé. Et nous allons très rapidement revoir les images. Donc, ce sont les images historiques. J'ai fait exprès de ne pas reprendre là où nous étions arrêtés pour faire une petite révision. Et puis, peut-être qu'il y a certaines personnes qui n'étaient pas là la semaine dernière. Donc, cette histoire de la France a mené à la création, à l'existence de différentes régions historiques qui ne correspondent peut-être plus maintenant aux régions administratives, mais qui sont encore, je dirais, mentalement proches de ce que les Français ressentent comme qu'est-ce que c'est qu'une province en France. Et nous voyons que ces provinces, ces différentes régions se manifestent par différentes choses, notamment le costume, nous allons le voir en détail aujourd'hui, les fromages, nous allons aussi les voir en détail aujourd'hui, les boissons traditionnelles, puisqu'il y a des régions de vin, il y a des régions de bière, il y a des régions de cidre, et là aussi nous allons en reparler, et ce que l'on appelle les pays qui sont des petites mini-régions à l'intérieur d'une grande région. On voit par exemple, tout à l'heure nous avions la Bretagne qui physiquement est facile à déterminer, c'est cette espèce de bras qui s'étend vers la mer. La Bretagne, c'est une région, mais vous voyez que c'est beaucoup de petits pays qui sont différents les uns des autres et dont les habitants se reconnaissent comme différents les uns des autres. Il y a également des aires linguistiques et en deuxième partie de ce cours, quand nous aurons parlé un petit peu de l'immigration et des différentes zones de la France, nous parlerons de la pluralité linguistique de la France. Là, c'est juste pour vous donner une idée. Nous reverrons cette carte dans une autre présentation et celle-ci aussi, puisque nous voyons que cette pluralité linguistique, elle est manifeste, elle existe en chiffres. Il y a des locuteurs de différentes formes du français et des locuteurs de différentes langues françaises en France. Et on peut le voir sous la forme de différents atlas. Alors, pourquoi est-ce que 2008 a été une date importante? Parce qu'en 2008 est sorti le film qui s'intitule en français « Bienvenue chez les Ch'tis », qui a été traduit d'une façon assez curieuse en russe, je comprends pourquoi le titre était absolument intraduisible, mais le fait d'avoir inventé des mots pour traduire ce titre a déformé l'idée et déformé l'importance de ce film. Ce film, pourquoi il a été important? Parce qu'il a permis aux gens de différentes provinces françaises de comprendre que c'était important d'être d'une certaine province et que ce n'était pas ridicule et que c'était beau et que l'on pouvait être fier d'être d'une certaine région. Alors qu'en France, souvent, il y a des stéréotypes régionaux assez négatifs et qui faisait que les différents représentants de telle ou telle province n'étaient pas heureux de l'être. Dans ce film, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille très fortement de le regarder et surtout de le regarder en français parce que il y a tout l'intérêt linguistique dans ce film. Et on voit que ce film a donné des idées, c'est un dessin humoristique bien sûr, mais a donné des idées à d'autres régions de parler de la fierté d'être, par exemple, alsacien. Là, il s'agit d'un représentant du nord de la France. Les Ch'tis, c'est au nord de la France. Nous allons le voir aujourd'hui. Alors, ça, c'est la carte
des régions de France jusqu'en 2016. Cette carte a changé, nous allons le voir. Il y avait 27 régions, dont un certain nombre de régions au-delà des mers. C'était la carte c'était une région administrative, bien sûr, qui regroupait des départements. Vous voyez, à l'intérieur d'une région, vous avez des départements. Et puis, en 2016, on a regroupé certaines régions pour faire quelque chose de plus compact. Donc maintenant, il y a 18 régions et ces 18 régions ont réuni en gros blocs les régions anciennes. Donc on voit ici les noms des régions anciennes et puis on a donné des nouveaux noms à ces régions. Et je ne vous cache pas qu'il y a eu beaucoup de batailles pour trouver des nouveaux noms à ces régions réunies l'une à l'autre. Alors, il y en a quelques-unes qui n'ont pas changé, comme vous voyez, Bretagne, Pays de Loire, Île-de-France et PACA. PACA, ça veut dire pays, province, zut, j'ai oublié. Provence-Alpes-Côte d'Azur, merci. Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse, qui n'a pas changé. Ça aurait été difficile de changer le nom de la Corse. Et tous les autres ont reçu des noms, alors, soit historiques, comme Normandie, c'est assez normal, Aquitaine, Nouvelle-Aquitaine, ça va, Occitanie, ça va pas mal. Mais par exemple, les deux régions pour Grand Est et Hauts-de-France, ça, on a eu beaucoup de mal à trouver un nom qui plaise à tout le monde. Il y a eu de grandes discussions. Hauts-de-France, c'est pas très heureux comme nom. C'est un peu difficile à comprendre. Et pourquoi est-ce que ça serait le haut? C'est quelque chose c'est une géographie naïve qui met le nord en haut et le sud en bas. En fait, si vous avez regardé des cartes avec le planisphère renversé, la Terre n'est pas en haut, n'est pas en bas, d'accord? C'est une convention de nous destiner comme ça. Alors, nous allons progressivement nous arrêter maintenant sur chacune de ces régions. Bien sûr, je ne vais pas utiliser les noms traditionnels, les noms modernes, je vais utiliser les noms traditionnels et nous allons parler de certaines différences qu'il y a dans les régions, ces différences qui se manifestent par le costume traditionnel, par l'alimentation, les plats traditionnels, éventuellement par des fêtes, des manifestations. Et surtout, ce que je voudrais que vous essayiez de comprendre, c'est quel est le regard. Enfin, l'information que je vous donne est une information objective, mais surtout, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est comme ça que les Français des autres régions voient ces personnes. Donc, il y a aussi un certain nombre de stéréotypes qui sont, bien sûr, ce que valent les stéréotypes, c'est-à-dire qu'ils sont généralement faux, bien sûr, mais qui sont connus et qu'il faut que vous connaissiez pour comprendre la diversité française, la diversité de la France. Donc, c'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui dans les différentes régions et nous allons commencer par le nord de la France, donc Hauts-de-France, ça ne me dit rien du tout, mais c'est le nord de la France, et donc c'est cette région-là. Ça m'amuse beaucoup d'ailleurs. Je vous demande de faire attention quand on écoute à la télévision russe quelqu'un qui nous parle de la Bretagne et on nous dit quelque part au nord de la France. Pour un Français, la Bretagne n'est pas au nord de la France. Chaque fois qu'on me parle du nord de la France à propos de la Bretagne, j'ai ce que l'on appelle en russe une dissonance cognitive. Je ne peux pas comprendre de quoi il s'agit. La Bretagne, elle est à l'ouest de la France, mais elle n'est pas au nord de la France. Le nord de la France, c'est ce qui est au nord de Paris. Et Paris, comme vous comprenez bien, est ici, d'accord? Toutes les coordonnées se passent vis-à-vis de Paris. Ce n'est pas vis-à-vis d'un milieu de la France qui, bien sûr, si on regarde le milieu de la France, la Bretagne est au nord, mais on regarde les coordonnées de la France à partir de Paris, qui se trouve ici. Et à partir de Paris, la Bretagne est à l'ouest, ceci est à l'est et ceci est au nord.
Donc, voici le nord de la France et nous allons voir un certain nombre de choses qui sont liées au nord de la France. Alors, bien sûr, nous parlons d'une époque que vous avez connue, mais que vous avez presque oubliée, qui est une période avant le Covid, ou la Covid, comme vous voulez, moi ça m'est égal, c'est-à-dire une période où on pouvait faire la fête, où on pouvait se réunir, où on pouvait faire des carnavals, etc., etc. Tout cela est extrêmement difficile actuellement. Alors, le nord de la France est une région de carnaval. Donc, il y a deux régions dans lesquelles le carnaval est typique des manifestations françaises. C'est le nord et c'est le sud, vraiment la région de Nice. Mais au nord de la France, ainsi qu'en Belgique, bien sûr, les traditions du nord de la France ressemblent beaucoup aux traditions de la Belgique wallonne, c'est-à-dire de langue française. Il y a une grande tradition de carnaval très rabelaisien, avec beaucoup d'alcool, beaucoup de bière, avec des plaisanteries pas très fines, peut-être très sexuelles, très sexistes peut-être, mais cela existe et c'est assumé. Et des personnages typiques des carnavals des villes du Nord, ce sont les géants que l'on appelle, les fêtes dans lesquelles on présente des géants s'appellent soit des carnavals, soit des ducasses. Donc une ducasse, c'est le nom d'une fête au nord de la France. Et vous voyez que ces mannequins géants peuvent être pas très grands, mais ils peuvent être aussi très grands, d'accord? Alors, bien sûr, ils ont leur nom particulier, il y a des légendes qui sont liées à ces géants, et vous comprenez que quand je parle de Rabelais, je parle en connaissance, puisque Rabelais est quelqu'un qui n'était pas de la région du Nord, mais qui parlait lui aussi de géants. Une autre chose dont nous allons éventuellement parler, mais dont on ne peut pas ne pas parler à propos du Nord, c'est de chansons qui sont liées à cette région. Donc, il y a une chanson que tout le monde en France connaît comme étant une chanson du Nord, peut-être sans savoir la chanter, peut-être sans savoir qu'est-ce que c'est, pourquoi, peut-être sans savoir qu'est-ce que ça veut dire, mais Nord, le petit quinquin Nord, ça marche dans la tête des Français, c'est une association très stable. Le petit quinquin, c'est une canchon dormoir, c'est-à-dire une chanson pour dormir, c'est une berceuse. Canchon dormoir, c'est en langue picarde. Et cette chanson est en langue picarde et c'est une chanson, c'est une berceuse pour faire dormir le petit garçon qui s'appelle très probablement quelque chose comme Quentin et qui a le surnom de Quinquin. Dors mon petit quinquin, mon petit rouge couchin, mon petit Rogin, tu me feras du chagrin si tu ne dors point que demain. C'est facile de trouver sur Internet des interprétations de cette chanson. C'est donc une maman qui chante à son petit enfant qu'il dorme. Oui, c'est mon petit poussin. Rogin, je ne sais même pas ce que c'est. Tu me feras du chagrin si tu ne dors pas jusqu'à demain. Donc, tout le monde connaît cette chanson et relie cette chanson au nord de la France. Alors, qu'est-ce qui est typique de la nourriture, de la gastronomie du nord de la France? Alors, ce sont des plats assez, disons, nourrissants, des plats qu'on mange bien chaud. C'est une région où il ne fait pas toujours très beau, donc on a besoin de nourriture bien chaude pour se réchauffer. Deux plats de viande célèbres, la carbonade flamande qui se fait avec de la bière, le waterzooi qui se fait, c'est une sorte de pot-au-feu. Vous savez, dans toutes les régions françaises, il y a ce que l'on appelle le pot-au-feu, c'est-à-dire vous mettez une grande casserole, vous mettez ce que vous avez dedans, de la viande, des légumes, et vous faites cuire ça pendant des heures et des heures et des heures. Voilà, vous avez un pot-au-feu. Alors, chaque région a sa recette particulière de pot-au-feu. Mais il y a des choses qui sont plus typiques de la région du Nord, ce sont les chicons. Alors, les chicons,
c'est ce que l'on appelle dans d'autres régions, on les appelle des endives. Et les endives, ici en Russie, j'en ai mangé, j'en ai trouvé, mais c'est généralement très très cher. Et maintenant, elles ont de nouveau disparu de la circulation avec les sanctions. C'est une sorte de salade très pâle, très blanche, que l'on fait cuire, que l'on fait pousser sous la terre. Цикорий ее иногда еще называют, хотя это не цикорий, который растет на улице. Donc, ce sont des endives, endivi, c'est très bon cru. Cuit, moi, je ne trouve pas ça très, très bon, mais ça fait partie de la cuisine typique du Nord, donc avec du jambon et du fromage fondu. Ce sont des chicons au gratin. Et puis, vous avez la flamiche, qui est une sorte de, on dirait une pizza, d'accord, mais ce n'est pas une pizza puisque nous ne sommes pas dans le sud. C'est une abaisse de pâte avec là aussi quelque chose dessus, mais ce que l'on met dessus, c'est du maroilles. Et le maroilles, c'est un fromage typique du nord de la France. Le nord de la France est une région de bière et c'est une région où on produit de la bière très, très appréciée dans toutes les régions de France et où on boit beaucoup de bière. Donc, ce n'est pas, bien sûr, il y a des gens qui boivent du vin, ce n'est pas interdit, mais la boisson la plus typique, c'est la bière. Vous voyez ici les fromages de la région du nord de la France et vous avez vu tout à l'heure le maroilles. Alors le maroilles, c'est celui-là. C'est un fromage, cela fait partie de la catégorie des fromages qui puent. C'est un fromage qui a une odeur absolument épouvantable et comme pratiquement tous les fromages qui ont une très forte odeur, elle a un goût assez doux. Ce n'est pas du tout, l'odeur ne se retrouve pas dans le goût du fromage. C'est une chose qu'il faut savoir. Il faut arriver à surmonter l'odeur du fromage parce que c'est surtout, elle est surtout sur la croûte extérieure, cette odeur, et dans le maroilles, on n'est pas du tout obligé de la manger. Donc le maroilles en lui-même est un fromage parfumé, bien sûr, mais assez doux. Donc vous voyez les fromages typiques de cette région. Mais il y a également quelque chose de très bien connu dans le nord de la France, ce sont les bêtises. Les bêtises, vous connaissez le mot bêtise, une bêtise c'est глупость, hein? Mais une bêtise, c'est un bonbon typique de la ville de Cambrai, qui se présente comme ça, c'est un bonbon à sucer, avec deux couleurs, et la partie blanche est parfumée à la menthe, donc assez fort goût de menthe, et l'autre partie, je ne sais plus, je crois que c'est juste simplement un bonbon acidulé. Vous voyez ici, dans le Tour de Gaulle d'Astérix, qui joue beaucoup sur les stéréotypes régionaux de la France. Vous voyez que Astérix et Obélix, qui viennent dans la ville de Cambrai, sont venus chercher des souvenirs typiques de la région, ils viennent chercher des bêtises, et vous voyez, bien sûr, on joue sur les deux sens du mot bêtise. Gaulois, ce sont vos dernières bêtises, La région du nord de la France est une région de mines. C'est une région, alors maintenant, toutes les mines en France sont fermées, mais il reste encore ce que l'on appelle des terrils qui forment le paysage des mines, des villes de mines, de mineurs, et il y a encore ce que l'on appelle des corons, qui sont ce genre de quartiers ouvriers. Vous voyez, des longues maisons à généralement un étage au sens français du terme, c'est-à-dire pour le russe, donc avec dans chaque porte une famille qui habitait. C'était des habitations qui étaient fournies par l'administration de la mine et ce sont des quartiers typiques. Si vous avez lu Germinal, eh bien voilà, c'est le
paysage de Germinal. Germinal se passe dans le nord de la France. Et cette forme de quartier s'appelle des corons, et les corons existent encore. Alors voilà ce que je voulais vous montrer pour chacune des régions de France. Vous allez voir, j'ai quelques illustrations, mais j'ai aussi des véritables petites poupées, les poupées folkloriques, on les appelait quand j'étais petite, que nous allions, ou mes parents allaient dans telle ou telle région, ils m'achetaient une poupée de la région et elles ont été conservées. Je ne peux pas dire que c'est moi qui les ai gardées d'une manière ou d'une autre, ça s'est conservé dans la famille. Et maintenant, je les ai récupérées. Donc, pour le nord de la France, nous avons ce mineur, cette poupée de mineur, et vous voyez qu'il est un peu noir, il a du noir sur les joues. Mon petit personnage aussi, il est tout noir. Et puis, la dame est généralement habillée avec une jolie coiffe sur la tête et de la dentelle sur son corsage, puisque la région du nord de la France est une région de dentelle. Les hommes allaient à la mine et les femmes, si elles n'allaient pas à la mine, faisaient de la dentelle. Alors, les ch'tis, pourquoi est-ce qu'on les appelle des ch'tis? Ça, nous le verrons quand nous parlerons de la langue du nord de la France. La langue picarde est appelée maintenant le ch'ti, et les habitants de cette région sont appelés les ch'tis. En fait, c'est une déformation de ch'timi, ça veut dire c'est moi. On dit que pendant la Première Guerre mondiale, quand on faisait l'appel des soldats, les personnes du Nord disaient « c'est moi, c'est moi, c'est moi, ch'timi, 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 ch'timi ». Donc, on les a appelés des ch'tis. Et les ch'tis, vus par les autres Français, et la région du Nord, vue par les autres Français, c'est que c'est une région qui n'est pas belle, que c'est une région plate, où il fait froid, où il pleut tout le temps, avec une population pauvre, une économie dévastée. Il faut dire que quand les mines ont été fermées, la région a effectivement eu des gros problèmes économiques, où tout le monde boit énormément et où tout le monde mange des marolles, donc du fromage qui pue, au petit déjeuner. Et le film Bienvenue chez les ch'tis joue sur ces stéréotypes, puisque dans le film de Bienvenue chez les ch'tis, le personnage principal, qui est joué par Cadmerade, qui vient du sud de la France, qui vient de Marseille, il est muté au nord de la France, et pour lui, c'est une catastrophe absolue, parce que il n'imagine pas comment est-ce qu'on peut vivre dans une région où il pleut tout le temps, où les gens parlent d'une façon bizarre, etc., etc. Bien sûr, après, il s'aperçoit que ce n'est pas comme ça, mais que c'est basé sur ça qu'il fait pas beau, qu'il fait froid, que tout le monde boit et parle bizarrement. Voilà l'idée des ch'tis. Donc, c'était le nord de la France. Je vous une toute petite seconde et je reviens. Voilà, excusez-moi de cette petite interruption. Donc, nous continuons notre petit voyage et nous allons maintenant dans une région qui n'est pas sur cette carte indiquée par un nom géographique, mais qui est l'Alsace, et qui est une région, là aussi, qui est qui a un caractère très particulier qui est très facile à reconnaître. Maintenant, je pense que quand vous verrez ensuite 100 mois des différentes régions françaises, vous allez pouvoir reconnaître les éléments dont je vous ai parlé. Donc, où est-ce que se trouve l'Alsace? Alors, l'Alsace, c'est assez facile de voir et de comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Géographiquement, c'est très simple. C'est une vallée qui passe entre deux massifs de montagnes. Vous avez les Vosges
du côté français et vous avez la forêt noire, Schwarzwald, du côté allemand. Et entre les deux, il y a géographiquement et géologiquement une faille, et c'est une la vallée passe dans une zone de faille, et vous avez ici, du côté français, ce que l'on va appeler l'Alsace. Dans l'Alsace, il y a deux parties, c'est l'Alsace de la plaine et l'Alsace des Vosges, des montagnes, l'Alsace bossue, comme on dit. Cette région a été annexée pendant un certain temps par l'Allemagne, c'est-à-dire qu'elle a été annexée le 10 mai 1871 après la guerre contre la Prusse et n'est revenue dans la France qu'après la victoire dans la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire en 1918. Donc entre 1871 et 1918, cette région, ainsi que le nord de la Lorraine, faisait partie du territoire de l'Allemagne. Pourquoi? Parce que ce sont des zones germanophones, francophones aussi, mais la langue d'origine de ces régions sont des dialectes germanophones, et donc le gouvernement allemand considérait que puisqu'ils parlaient allemand, c'était des régions allemandes, point à la ligne. Et là, on a parlé pendant toute cette période, entre 1871 et 1918, on a parlé de la ligne bleue des Vosges. Donc les Vosges, c'est cette chaîne de montagnes qui faisait la frontière entre la France, donc ici la France, et la zone occupée ou la zone annexée, donc l'Alsace et la Lorraine, mais là on parle de l'Alsace. Donc ici, il y a la ligne de crête des sommets des Vosges qui faisaient la frontière entre la France et l'Allemagne à cette période-là. Et pourquoi la ligne bleue des Vosges? Vous voyez qu'en fait, elle est effectivement bleue. Et pourquoi elle est bleue? Parce que c'est une région qui est boisée. Ce sont des forêts de pins qui sont d'une couleur bleutée quand on les voit au loin. Donc voilà la ligne de bleu des Vosges qui faisait la limite entre la France et l'Alsace. Donc l'Alsace, comme vous l'avez compris, est une zone tout à fait différente puisque notamment germanophone et elle n'a pas toujours été en France et elle n'a pas non plus été tout de suite dans le territoire de la France. Donc elle a gardé des traditions qui la différencient des autres régions. Par exemple, dans l'est de la France et notamment en Alsace, ce n'est pas à Noël que les enfants reçoivent des cadeaux, c'est à la Saint-Nicolas. Et la Saint-Nicolas, c'est le 6 décembre, ce n'est pas le 25 décembre, et Santa Claus, il n'a rien à voir, le Santa Claus américain de Coca-Cola, il ne devrait pas venir le 25 décembre, il devrait venir le 6 décembre, parce que Saint-Nicolas, c'est un saint qui est très vénéré dans la région de l'Alsace et de la Lorraine, et la fête de Saint-Nicolas, c'est la fête des enfants. Alors, en Alsace, il est souvent accompagné d'un personnage négatif qui est Hans Trapp et qui est là pour punir les enfants qui n'ont pas été sages, éventuellement pour les taper symboliquement, pour les punir de ne pas avoir été sages pendant l'année. Le Saint-Nicolas est un évêque, c'est un évêque historique en fait, c'est un personnage bien sûr d'une tradition religieuse, mais c'est un personnage de l'histoire de la chrétienté, qui a été évêque de Lycée et qui est représenté donc comme un évêque avec sa mitre et sa crosse d'évêque et son grand manteau rouge. On comprend d'où vient l'habit rouge de ce brave Santa Claus américain, d'accord? Mais à l'origine, il s'agit bien de Saint-Nicolas. Et c'est dans l'est de la France, et c'est notamment en Alsace, que l'on fait
à l'origine les marchés de Noël. Alors, les marchés de Noël, c'est devenu une tradition qui s'est répandue dans toute la France maintenant, mais jusqu'à il y a peu de temps, c'était uniquement en Alsace que l'on pouvait voir des marchés de Noël. Alors, qu'est-ce que c'est des marchés de Noël? Ce sont des petites boutiques, des petites boutiques provisoires qui sont dans la rue et qui vendent des décorations de Noël, des petits cadeaux et aussi du vin chaud parce que cette période de l'année, il fait froid dehors. Et si vous voulez vous promener dans les rues, le vin chaud, c'est très bien pour se réchauffer. Donc ça, c'est la tradition qui vient, cette tradition des marchés de Noël vient de l'Est de la France, vient de l'Alsace. Ainsi d'ailleurs que les boules rouges sur les arbres de Noël. Alors, les plats les plus typiques de l'Alsace, qui sont maintenant connus dans toute la France, c'est la choucroute. La choucroute, ça vient effectivement il y a du chou dans la choucroute, mais on ne doit pas penser que c'est chou et croûte. En fait, c'est Sauerkraut, et kraut, c'est justement le chou. C'est un mot très trompeur, d'accord? Donc, c'est un plat qui est fabriqué avec du chou salé, du chou aigre, donc кислая, броженая капуста, немножко такая же, как по-русски, но немного другая на самом деле. Et beaucoup d'autres choses, des saucisses, du saucisson, du porc, du lard, etc., etc., etc. C'est un plat pas très léger, il y a aussi des pommes de terre généralement, et assez peu digeste, mais vraiment le grand plat traditionnel de l'Alsace, ainsi que le Bake-Off. Alors le Bake-Off, c'est, comme je vous ai dit tout à l'heure, un pot-au-feu, c'est-à-dire un plat où on met de la viande, des légumes, notamment des carottes, des pommes de terre et du navet, enfin des légumes très, très, très basiques. Mais la différence du bake-off par rapport aux autres plats typiques français, c'est aux autres pot-au-feu, c'est qu'il se cuit dans un plat spécial qui est un plat en terre cuite et qui on couvre ce plat et même on lutte ce plat, c'est-à-dire qu'on fait une petite bande de pâte de farine et de sel, de farine et d'eau sur le dessus pour que l'air ne sorte pas de votre plat en fonte, et on le fait cuire au four. Donc, bien sûr que traditionnellement, c'était cuit dans la cheminée, bien sûr. Et puis, il y a aussi le Kugelhopf, qui est un gâteau typique de cette région, qui ressemble un petit peu à ce que on fait en Russie pour le gâteau de Pâques. C'est à peu près le même genre de pâte et à peu près le même genre de recette, mais le Kugelhopf se fait lui aussi dans un plat spécial qui lui aussi est en terre cuite, et vous voyez, il est creux à l'intérieur, donc en fait, il a une forme de très haute couronne. Et il est probablement un petit peu plus léger que le kulitch russe. Il y a un peu moins de beurre, disons, dans la pâte du Kugelhopf. Mais ça ressemble bien à manger, c'est une sorte de brioche, hein. Il faut bien se dire ça. Comme vous voyez, il y a des plats spécifiques et ce sont des plats typiquement alsaciens avec une décoration typiquement de ces plats. L'Alsace est une région de vin, c'est une région de vin blanc. Les vins blancs de l'Alsace sont dans des longues bouteilles très fines, et si vous avez l'occasion de faire la route des vins d'Alsace, il vaut mieux la faire en bus ou avec une excursion. Il ne faut pas la faire au volant de sa propre voiture, parce que si vous vous arrêtez à chaque fois pour goûter les vins, vous n'allez pas aller très loin, d'accord? Vous voyez ici beaucoup d'endroits où on peut s'arrêter pour boire du vin. Le Riesling, le Gewürztraminer sont des vins très, très connus, très célèbres de cette région. Et vous avez là aussi des fromages célèbres, notamment le plus célèbre fromage alsacien, c'est le Münster,
Münster, comme vous pensez bien, c'est un fromage de monastère. Il faut bien comprendre que aussi bien les fromages que les vins ont très souvent été inventés, perfectionnés, produits dans les monastères en France. Les monastères étaient des zones, des endroits de production de produits de grande qualité, des produits qui sont devenus des produits régionaux. C'est très typique de la France et donc ils portent souvent des noms de saint quelque chose, saint machin, saint bidule, et, ou alors de monastère. Münster, c'est Münster, c'est le monastère. Typique également de l'Alsace, c'est cette forme d'architecture. Vous voyez ici des maisons anciennes avec ce que l'on appelle des colombages, c'est-à-dire des poutres apparentes. Vous voyez cette construction où il y a des poutres, des morceaux de bois donc, et de la terre entre les poutres qui forment ces murs. Et voilà, c'est un petit peu de travers, c'est pas très parallèle comme vous le voyez, mais c'est une architecture traditionnelle que l'on rencontre encore dans certaines villes anciennes. Il y en a beaucoup à Strasbourg, il y en a à Colmar, ce sont très jolies villes et de très jolies maisons. Je ne sais pas si elles sont très confortables, mais elles sont jolies. Et puis, bien sûr, ce qui est très caractéristique de l'Alsace, c'est le costume traditionnel. Alors, où sont mes Alsaciens? Je regarde mes Alsaciens. Ah, ben voilà, je ne sais plus où sont les Alsaciens. Je ne trouve plus mes Alsaciens. Ben, je le trouverai après. Je ne trouve plus mes Alsaciens. C'est pas grave. Ah, si, voilà. Ils sont là. Donc voilà, je pensais qu'ils étaient grands, ils étaient petits en fait. Donc le petit garçon ou le jeune homme a un costume noir. Généralement, c'est un costume en velours avec un gilet rouge. Et ce qui est surtout très typique de l'alsacienne, c'est la coiffe. Alors là, ici, on ne la voit pas très bien dans ma boîte, mais vous la voyez bien sur les images. C'est un grand ruban, en fait, noir. La couleur noire est typique de ce costume. Bien entendu, vous ne rencontrerez pas des Alsaciens qui se promènent dans la rue comme ça. C'est exactement la même chose que vous ne rencontrez pas des Russes qui se promènent en sarafan et en kakoshnik. D'accord? C'est tout à fait stupide de s'imaginer que les gens se promènent comme ça dans la rue. Mais c'est le costume traditionnel. Pour des fêtes folkloriques, on peut le retrouver. D'accord? Je ne veux pas vous faire croire que les Alsaciens se promènent comme ça dans la rue. Voilà pour l'Alsace. Alors, juste à côté de l'Alsace, il y a la Lorraine. La Lorraine est une région, là aussi, de l'Est. Elle est peut-être un peu moins marquée que l'Alsace en tradition, mais il y a quand même plusieurs choses à dire à propos de la Lorraine. Alors voilà la Lorraine, vous voyez le costume lorrain. Alors je n'ai pas de Lorraine dans ma collection, c'est dommage, mais c'est comme ça. Donc là, vous me croirez, vous me croirez sur parole. Une chose qui est bien connue de la Lorraine, donc parmi les productions typiques de la Lorraine, il y a les verreries d'une part, mais aussi les images d'Épinal. Épinal est une ville en Lorraine et c'était là où il y avait des imprimeries et les images d'Épinal ont joué un énorme rôle dans l'éducation des Français parce que c'était des images qui étaient imprimées généralement en couleur à un très grand tirage et qui étaient répandues dans tout le pays et qui permettaient de montrer ce qui se passait, de montrer les événements historiques, de montrer les progrès techniques, de montrer toutes ces choses-là quand il n'y avait pas de télévision, de radio, Internet. Donc, tout au XVIIIe et XIXe siècle, les informations circulaient, notamment grâce aux images d'Épinal. Un plat, alors là, qui est tout à fait typique de la
Lorraine et qui est, on ne parle pas de quiche, mais on parle toujours de quiche lorraine. La quiche lorraine, c'est quelque chose de très très simple à faire. Alors là, vous pouvez faire une quiche lorraine sans aucune difficulté. Il faut faire une pâte sablée, une pâte, comme ce que l'on appelle en français une pâte à tarte, donc une pâte sablée toute simple, avec de la farine, du beurre et de l'eau et un peu de sel. C'est vraiment absolument enfantin de faire cette pâte. Et on met dans cette pâte, donc on met cette pâte dans le moule, et dans cette pâte, on met ce que l'on appelle un appareil, c'est-à-dire un mélange. C'est une omelette, omelette au sens russe du terme, c'est-à-dire que c'est des œufs et du lait, et du lard, du fromage, du sel et du poivre. Et vous faites cuire ce mélange dans le four, dans le plat, dans la pâte. Et vous avez une sorte de gâteau salé qui est une très bonne alternative à la pizza si vous n'avez pas envie de manger une pizza. Et c'est tout aussi nourrissant, même probablement plus nourrissant. Ça peut se manger froid et c'est exactement ce que l'on appelle la quiche lorraine. Mais en Lorraine, il y a d'autres choses. Ma marraine était de Lorraine, ma marraine était de Nancy, et tout ce que je vous présente ici, ma marraine le faisait. Elle avait toujours de la pâte à tarte dans son frigo. Elle pouvait faire soit des tartes au Mirabelle, soit des quiches en 5 minutes. La Mirabelle, c'est une prune tout à fait spéciale. Cela ressemble à ce qu'on appelle en russe alucha. C'est une prune d'ailleurs qui vient de l'Est de l'Europe et qui a été importée en Lorraine au XVIIe ou XVIIIe siècle, je crois, et qui pousse vraiment en grande quantité dans cette région-là. Donc, vous avez ce sont des petits fruits dorés, magnifiques, extrêmement bons, très sucrés, avec lesquels on fait deux choses tout à fait formidables. On fait des confitures et des tartes, bien sûr, mais on fait aussi de l'alcool de Mirabelle, c'est-à-dire que vous devez distiller le jus de la Mirabelle et vous avez un alcool très parfumé qui est tout à fait typique de cette région. Mon grand-père adorait la Mirabelle, il y en avait toujours dans son placard, dans son bar, pour faire ce qu'il appelait le pousse-café, c'est-à-dire un petit verre de liqueur après le café, pour pousser le café. Il y a également des choses que l'on ne fabrique que dans la région de Nancy. Il s'agit d'une part des bergamotes et d'autre part des macarons. Vous pensez que vous savez qu'est-ce que c'est un macaron, mais vous ne savez pas du tout qu'est-ce que c'est qu'un macaron. Les macarons que l'on fabrique maintenant de toutes les couleurs, avec des couleurs acidulées, artificielles, n'ont strictement rien à voir avec les véritables macarons qui sont proposés par les sœurs, je ne sais plus quoi, qui sont un monastère où on fabriquait les macarons. La particularité des macarons, c'est qu'il n'y a pas de farine dans les macarons, il y a de la poudre d'amande à la place. C'est très bien pour les personnes qui ne peuvent pas manger, par exemple, des produits avec du gluten. Les macarons n'ont pas de farine, il faut le savoir. C'est très bon, les macarons. Et les bergamotes, ce sont des bonbons, là aussi des bonbons acidulés, qui sont parfumés à la bergamote. Si vous avez bu du thé Earl Grey, vous connaissez le goût de la bergamote. C'est un fruit, la bergamote. C'est une sorte de la famille des citrons, d'accord? C'est un peu dans ce genre-là. C'est pas très très bon à manger tout cru, mais par contre, on peut l'utiliser pour parfumer. Les bergamotes ont un parfum, un goût très fort. Dans le thé Earl Grey, il y a juste un petit parfum de bergamote. Dans les bonbons à la bergamote, ça sent vraiment la bergamote. Si vous n'aimez pas la bergamote, il ne faut pas en manger, d'accord? C'est très marqué comme goût, mais c'est hyper typique de la région de la Lorraine et notamment de Nancy.
Alors voilà, nous allons continuer à avancer. Je comprends très bien que nous ne ferons pas tout le tour de la France aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup trop de choses à dire et ce n'est pas grave. On fera le sud de la France la semaine prochaine. Maintenant, nous allons parler de la Normandie. Alors, la Normandie, vous vous souvenez, nous en avons un peu parlé. Pourquoi elle s'appelle Normandie? Parce qu'elle a été, tout le moins au minimum cette région-là, a été donnée en partage aux Normands, donc aux hommes du Nord. C'était au Moyen-Âge, même dans le haut Moyen-Âge, puisque c'était au XIe siècle, d'accord? Il y a ce que l'on appelle la haute Normandie, avec des falaises, vous allez voir les falaises, et la basse Normandie. Alors, si vous ne comprenez pas, si vous ne savez pas où est la Normandie, c'est très simple, c'est la tête de chat, là, vous voyez cette tête de chat, il s'appelle le Cotentin, cette région, et on peut toujours retrouver où est la Normandie sur la carte de France. Faites attention qu'ici, il y a la frontière, parce que ces îles qui sont ici n'appartiennent pas à la France, ces îles sont des îles anglaises. Ce sont ce que l'on appelle les îles anglo-normandes, Jersey et Guernesey, et c'est là que Victor Hugo était venu s'exiler quand il a été exilé par Napoléon III, parce qu'il était à côté du territoire français, mais il n'était pas sur le territoire français. C'est là qu'il a écrit Les Travailleurs de la mer. Donc nous revenons à la Normandie, voilà un paysage absolument caractéristique de la Normandie, de la haute Normandie, avec les falaises d'Étretat, l'aiguille d'Étretat et l'arche d'Étretat. Il faut bien savoir que c'est très important quand on est en Normandie. En France en général et dans les régions côtières, mais surtout en Normandie, il faut obligatoirement savoir l'horaire des marées. Pourquoi? Parce que si vous venez ici, c'est de la marée basse, c'est la période où la mer a reculé, mais il faut bien comprendre qu'à marée haute, la mer, elle va être ici, c'est-à-dire que toute la plage va se retrouver sous l'eau. Et si vous êtes sur la plage à ce moment-là, eh ben vous mourrez parce que vous ne pouvez pas vous sauver, vous ne pouvez pas vous cacher et vous avez des vagues qui viennent taper sur les rochers, taper sur les falaises et vous ne pouvez pas vous sauver. Donc, il est très, très important quand on se promène dans ces régions de connaître des heures des marées. C'est toujours annoncé et ça change tous les jours. Il faut bien faire attention que l'horaire des marées n'est pas fixe. C'est un calendrier lunaire qui n'a rien à voir avec le calendrier solaire. Qu'est-ce qu'on mange en Normandie? On mange des tartes tatin. Alors, le fruit de la Normandie, c'est la pomme. Il y a des pommes partout. La tarte tatin, c'est une tarte à l'envers où on met les fruits d'abord et la pâte sur le dessus. On cuit ça dans le four et au dernier moment, on retourne la tarte. La tarte tatin, elle est agrémentée de crème fraîche. Il faut bien savoir que la Normandie est une région laitière et il y a de la crème partout dans toutes les recettes. Quand c'est pas de la crème, c'est du beurre, mais généralement c'est de la crème bien grasse, bien épaisse que l'on utilise dans toutes les recettes. Alors, il faut aimer les abattis, les tripes, kiszki, всякі внутренности говяжьи. C'est assez particulier. Il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas, mais c'est très caractéristique de cette région. Bien sûr, comme toujours, cuit très longtemps, comme un pot-au-feu avec des pommes de terre et des carottes, ça ne change rien, mais la viande est différente. Qu'est-ce qu'on mange? Quelles sont les choses les plus importantes? C'est bien sûr le camembert et les pommes. Le camembert, la ville de Camembert est en Normandie. Donc, il y a bien sûr des camemberts partout. Et le camembert en Normandie, est toujours dans sa boîte en bois. Il est toujours fait avec du lait cru. Vous n'allez pas faire du camembert avec du lait pasteurisé, c'est une hérésie complète. Donc, si vous voulez manger du vrai camembert, il faut venir en Normandie. Et quand vous savez, le camembert, s'il est bien fait, il a tendance à couler. Et quand vous avez un camembert qui est déjà commencé, et puis vous voyez le camembert qui coule,
qui sort de sa croûte, on dit tiens, il retourne à Camembert. Donc votre Camembert retourne en Normandie. Qu'est-ce qu'on fait avec les pommes? Bon, bien sûr, on fait des confitures, on fait des pâtes de fruits, on fait des sucres d'orge, mais on fait aussi des boissons, 2 sortes de boissons, le cidre et le calvados. Le cidre, c'est une boisson pétillante, vous connaissez le cidre, on en vend en Russie aussi. Il y a du cidre en Normandie, il y a du cidre en Bretagne. Ce sont les 2 régions où on fabrique et où on boit du cidre en France. Et le calvados, c'est un alcool fait à partir du jus de pomme. Et le calvados est un alcool très fort. C'est un alcool qui est généralement plus haut que les alcools habituels et qui permet de faire ce que l'on appelle le trou normand. C'est-à-dire quand vous avez bien mangé, vous avez beaucoup mangé, déjà vous en avez déjà presque fini, mais pas encore. Il y a encore peut-être un plat de viande à manger et vous n'avez plus faim du tout. Alors, on vous apporte un verre de calvados, vous buvez le calvados fait le ménage dans votre estomac, vous avez de nouveau de la place et vous pouvez continuer à manger la suite du déjeuner. C'est ça qu'on appelle faire le trou normand. Les maisons traditionnelles de Normandie, comme vous le voyez, ont un toit de chaume, et si vous avez du chaume qui est prêt pour réparer le toit, éventuellement pour l'arranger, et ce sont des maisons là aussi avec des poutres apparentes, comme nous avons vu tout à l'heure en Alsace, mais ça, ce sont des fermes. Il y a également des meubles typiques de la région. Par exemple, si vous entendez parler d'une armoire normande, dans n'importe quelle région, dans n'importe quelle maison, ma maman a une armoire normande, elle n'est pas normande, mais dans son appartement, il y a une armoire normande. C'est ce genre de grande armoire en bois avec des portes plus ou moins sculptées, pas forcément ce motif, mais ce genre de motif, c'est ce que l'on appelle une armoire normande. Et c'est grand, une armoire normande, hein. On met tous les habits de la famille dans une armoire normande. Et voilà le costume du Normand. Alors là, j'ai un Normand et une Normande. Le petit Normand, il sort, je ne sais pas pourquoi, il dépasse un petit peu. Vous voyez, son pantalon est à carreaux. C'est un paysan ordinaire. Généralement, il a un grand chapeau. Le mien, il a un bonnet de meunier, mais on voit que ici, il a une espèce de très grande casquette qui est un petit peu plus importante. Et surtout, ce que l'on voit, c'est la Normande a une coiffe très imposante, avec une sorte de nœud en arrière, là, qui part en arrière, qui est caractéristique du costume féminin de la Normande. Vous voyez l'insigne de la Normandie, c'est un insigne, en fait, les armes de la Normandie, ce sont des armes anglaises, des lions d'or sur fond rouge, en héraldique, ça s'appelle fond de gueule. C'est lié au fait que la Normandie a longtemps été occupée par l'Angleterre pendant notamment la guerre de Cent Ans. Voilà le costume masculin. Vous voyez ici des grands chapeaux. Là, celui-là aussi, il a un bonnet, mais c'est surtout des grandes casquettes. La grande chemise bleue. Cette chemise bleue, elle est assez typique d'autres régions de France pour les hommes. Et des grands parapluies, il pleut souvent en Normandie. Alors, quelque chose qui est assez caractéristique de la Normandie pour les Français, c'est ce que l'on appelle avoir un caractère de normand ou faire une réponse de normand. Donc, nous avons vu tout à l'heure comment les Français jugeaient le nord de la France, les ch'tis. Les Français jugent les Normands comme étant des personnes indécis, qui ne donnent jamais une réponse précise. Et vous le voyez ici dans cette scène d'Astérix et Obélix, là aussi c'est dans le Tour de Gaulle d'Astérix et Obélix, qui demande la ville de Rouen. Automagus, c'est la ville de Rouen, c'est par là. Peut-être ben que oui, c'est loin. Peut-être ben que non. Peut-être ben, ça veut dire peut-être bien que. Moi, je le dis là.
а может быть и нет. Peut-être bien que nous arrivons, а может быть мы и приходим. Donc cette réponse, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, est considérée comme étant une réponse typique dite de normand. Donc, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. On le voit là aussi dans une autre scène du même album. Vous avez vu passer deux hommes par là? Moi, je ne dis pas que c'est impossible, mais je ne dis pas oui. Peut-être bien qu'ils sont allés de ce côté, mais peut-être bien que non. Peut-être bien, peut-être pas, je ne peux pas dire. Peut-on interroger les Romains? Peut-être bien. Donc, vous voyez que c'est comme ça que l'on présente le normand dans l'imaginaire du français de tous les jours. Nous allons nous arrêter ici parce que nous avons encore la Bretagne, nous avons encore l'Auvergne, la Savoie et bien entendu le sud de la France, la Provence, l'Occitanie et le Pays basque et la Corse à visiter la semaine prochaine. J'espère que cela a été intéressant et que vous avez compris que la France était vraiment un pays très divers et varié et que c'est une autre diversité que celle dont je vous ai parlé tout à l'heure, jusqu'à présent.